Bien, nous y sommes. C'est Pouvons-nous y bon, aller? nous pouvons y aller. C'est parfait, merci Madame la rapporteure. Bien, bonjour à tous, chers collègues. Nous poursuivons les travaux de notre mission d'information, création, diffusion et acquisition des connaissances. Comment l'intelligence artificielle générative transforme notre éducation et notre culture avec notre dernière audition de la matinée. Nous avons à présent le plaisir d'accueillir le représentant d'une des entreprises de pointe de l'intégration du numérique et de l'IA dans son modèle économique et en l'occurrence dans son offre de formation. Monsieur Pierre Dubuc, bienvenue. Vous êtes le dirigeant d'Open Classrooms que vous avez cofondé avec Monsieur Mathieu Nebra. Celui-ci n'étant malheureusement pas disponible aujourd'hui pour être des nôtres pour cette audition. Nous vous remercions donc pour votre présence. Open Classrooms est aujourd'hui l'un des plus importants acteurs de la formation en ligne. À la croisée de l'enseignement supérieur et de la formation continue, votre entreprise propose des formations certifiantes qui portent notamment sur la programmation informatique et sur le numérique. Cela fait écho à l'enjeu déjà abordé au cours des travaux de notre mission de former le plus largement possible la population à l'IA. Si ces outils sont d'une appropriation facile, et c'est là leur grand atout, il est en effet nécessaire d'en comprendre le fonctionnement, y compris d'ailleurs pour en identifier les limites et pour ne pas leur déléguer l'ensemble de notre activité cognitive. Vous nous direz donc si vous avez de premières observations à formuler à ce sujet. La solution est-elle d'investir davantage dans la formation continue tout au long de la vie, qui a l'avantage de pouvoir s'adapter à l'évolution particulièrement rapide de cette technologie? Et il est en tout cas certain que l'école ne peut pas tout. Bon, j'avais des tas d'autres questions à vous poser, mais étant donné qu'on a déjà mangé un petit peu de votre temps, je vais directement vous passer la parole pour laisser aussi à Mme Calvez, la rapporteure de l'émission, le temps de vous poser des questions qu'elle a préparées à votre attention. Donc vous avez 5 à 10 minutes, si vous voulez bien, d'un propos liminaire, et ensuite nous engageons l'échange avec Mme Calvez. Je vous en prie. Parfait, merci beaucoup. Bonjour, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, je suis ravi d'être ici, merci pour l'invitation. Je vais faire un petit propos liminaire relativement court pour pouvoir engager la conversation rapidement. Et j'ai la chance du coup de diriger effectivement une entreprise à mission. Open Classroom, j'ai créé une quinzaine d'années en France, qui est à la fois une EdTech, donc une société technologique et d'éducation. C'est une école aussi française. Et c'est devenu maintenant une université américaine, puisque maintenant je suis basé à New York depuis 5 ans. Donc j'ai un point de vue assez intéressant entre la France et les États-Unis, donc au confluent des deux cultures. Une culture américaine avec un optimisme et une ambition technologique impressionnante, voire déroutante, et une prudence mesurée à la française ou à l'européenne. Et donc, européen, français, je me sens ambassadeur de la mise en place de garde-fous quant au développement et à l'usage de l'IA, en particulier pour les publics les plus fragiles, mais aussi pour encadrer et protéger les secteurs stratégiques comme la défense ou l'éducation et la santé. Et à la fois résident américain, je ne peux que constater l'accélération colossale et l'avance technologique et d'investissement que les États-Unis ont acquise. J'étais à San Francisco il y a 15 jours pour une conférence. La majorité des publicités que j'ai remarquées dans la rue sont sur des nouveaux services portés par l'IA. Vous croisez une voiture autonome Waymo sans pilote, sans chauffeur à tous les coins de rue. Un chercheur expérimenté en IA aujourd'hui est embauché par OpenAI ou Anthropic à une rémunération qui va jusqu'à 10 millions de dollars par an. L'IA est en train d'être massivement adoptée et l'impact sur les métiers est déjà visible. Pour vous donner une première statistique, les développeurs informatiques dont on disait l'emploi garanti à vie il y a 5 ans, leur taux d'insertion professionnelle a chuté de 20 points en 1 an. Aujourd'hui, selon Stanford. Aujourd'hui, justement, un diplômé de Stanford en informatique a du mal à trouver un emploi, quand même. Donc, il se passe quand même quelque chose d'impressionnant. Donc, je pense qu'il y a une nécessité de mesure et de protection de nos intérêts, de notre souveraineté. Mais dans un marché globalisé, l'adaptation, c'est vraiment une question de survie. Et donc, la question de la souveraineté technologique et la souveraineté des compétences
et souveraineté, je dirais quasiment cognitive et intellectuelle. Je pense que ça va faire l'objet de nos discussions. Très bien. Merci beaucoup, M. Dubuc, pour cette introduction sans phare, directe, cash direct, qui nous met tout de suite au cœur du sujet. Et Madame la rapporteure, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je vais me permettre de reprendre une des questions qui pouvait être dans votre introduction et qui me tient à cœur également, qui est sur la question de la personnalisation des apprentissages qui a été permis par le numérique et encore plus par les outils d'intelligence artificielle, peut se révéler enthousiasmant. Et comment combiner ces avantages de personnalisation qui peuvent aller justement combler des besoins particuliers parce qu'on a tous sans doute un cerveau différent, comment on peut le combiner avec le vivre ensemble, c'est-à-dire comment on peut combiner cette personnalisation, cette forte individualisation, mais faire que ces apprentissages et cette acquisition de compétences n'aillent pas à l'encontre d'échanges collectifs et de vie dans la société. Est-ce qu'on peut rester dans le même monde, même en apprenant différemment? C'est une excellente question. Alors déjà, la première chose, c'est que on sait par la recherche académique que l'individualisation et notamment l'accompagnement par du tutorat individuel en éducation, cela fonctionne mieux. Donc c'est les travaux de Benjamin Bloom depuis très longtemps. Plus récemment, on commence à avoir de la recherche académique qui sort sur le gain académique de l'usage d'un tutorat intelligent par chatbot, un assistant pédagogique avec de l'IA dedans. Ce tuteur intelligent, donc selon le Conseil d'analyse économique, le tutorat intelligent qui adapte la proposition à chaque élève génère un gain moyen de 0,15 points en écart type en mathématiques, par exemple. On a des travaux de Stanford aussi qui commencent à sortir. Donc on sent qu'il y a un intérêt. Ça peut être utile, l'IA, pour pouvoir améliorer la progression pédagogique, l'accélérer et monter le niveau. Donc ça, c'est positif quand même. Maintenant, effectivement, l'IA nous permet d'individualiser comme on n'a jamais pu le faire. C'était difficile de mettre un professeur derrière chaque élève pour des raisons pratiques et économiques. Et maintenant, c'est l'équivalent d'avoir quasiment un bout de professeur, peut-être un précepteur, en tout cas individuel derrière chaque élève, chaque étudiant. Le problème, effectivement, c'est que l'hyper-individualisation, peut-être le risque, c'est de perdre le collectif. Donc, il faut mixer ça. C'est-à-dire que, à la fois, par exemple, chez nous, chez Open Classrooms, dans un cursus pédagogique diplômant, on va utiliser un assistant pédagogique par l'IA pour que la personne puisse poser ses questions et interagir de façon dynamique tout au long de son apprentissage à n'importe quel moment, de façon illimitée, en s'adaptant du coup à son profil et à sa façon de travailler. Et à la fois, on va avoir du mentorat individuel humain, des regroupements collectifs aussi. Et donc, c'est ce mix d'approches pédagogiques qui, je pense, va créer l'efficacité. On croit beaucoup aussi à l'alternance, à l'apprentissage, puisque en période en entreprise, en tout cas en enseignement supérieur, en formation professionnelle, on crée le collectif aussi. Une entreprise ou une organisation, c'est un collectif d'humains avec des valeurs et une mission et une vision partagée. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et la classe au niveau scolaire, bah, c'est aussi un élément à conserver et à dynamiser. Donc continuer le collectif. Et je tiens à dire là-dessus que les tenants technologiques de l'IA, que sont les États-Unis dans le monde occidental en tout cas, ont une vision du monde un petit peu plus individualistique. Et donc, la technologie, elle est aussi une forme de codification de leurs valeurs sociales et culturelles et politiques. Et ces visions, elles sont un peu plus individualistiques que celles françaises et européennes, qui est un petit peu plus communautaire et collective. Et donc, il faut qu'on s'adapte aussi à ça. Dans votre offre de formation, alors vous nous disiez, voilà, on est reconnu comme une école en France, donc en Europe, mais aussi une université américaine. Quelles sont les questions que vous vous êtes posées pour pouvoir établir les programmes de formation et la façon dont vous avez pu
utiliser des données, notamment par exemple pour votre assistant IA qui peut venir dans cette phase individuelle de l'apprentissage, quelles sont les questions que vous vous êtes posées? Parce que vous avez, dès votre introduction, parlé de la souveraineté cognitive. On connaît l'enjeu de l'utilisation des données pour l'entraînement de ces modèles d'IA. Comment vous appréhendez-vous, en tant que patron d'Open Classroom, l'intégration dans votre offre même de cette question des données? Que donne-t-on aux IA pour en retirer quoi? Tout à fait. Alors, la première chose, c'est que nous utilisons déjà massivement l'IA au sein d'Open Classrooms, à la fois pour faciliter l'enseignement et la formation de nos étudiants, de nos apprenants, l'assistant pédagogique par exemple, mais aussi par exemple pour créer les contenus pédagogiques. Aujourd'hui, on utilise l'IA générative pour créer les contenus pédagogiques, en vidéo aussi. Maintenant, on passe à des agents vocaux, donc on a un échange vocal. On peut vraiment imaginer, dans un temps court, je pense que d'ici à peu près 2 ans, on sera en mesure de générer individuellement un parcours diplômant complet pour une personne. Donc, vous êtes intéressé par l'éducation et la culture, vous voulez apprendre, je ne sais pas, la data science, on va vous faire un programme complet dans le secteur dans lequel vous êtes impliqué, avec le niveau de connaissance à partir duquel vous partez, y compris en vidéo, en interaction, etc. Donc c'est quand même assez impressionnant et déroutant par rapport à ce que l'on fait aujourd'hui de façon classique et sans IA. Donc ça peut être une très grosse opportunité. Néanmoins, cette génération de contenu pédagogique, elle a une base qui sont les LLM derrière, qui ont été entraînés sur des jeux de données. Donc nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on utilise cette IA générative comme outil avec derrière des humains qui sont en France, qui sont des experts, des experts pédagogiques sur les métiers, les compétences que l'on enseigne, mais aussi des ingénieurs pédagogiques, des spécialistes en sciences cognitives, pour pouvoir relire et puis surtout guider et superviser l'IA. Donc ça, c'est quand même important. Maintenant, pour être totalement clair, est-ce que cette revue et cette supervision humaine, elle va rester très longtemps, vu les avancées technologiques? Je n'en suis pas sûr. Et à ce moment-là, on se repose encore la question d'autant plus forte de souveraineté technologique, des LLM sous-jacents, voire du matériel et du hardware derrière, parce qu'on n'en parle parfois pas beaucoup, mais en fait, à la fin, c'est du matériel qui n'est pas du tout ni construit, ni opéré en Europe. Donc, je dirais qu'il y a, à mon échelle, l'échelle de Open Classrooms, c'est vrai qu'on se sent un petit peu démuni, puisqu'on se base à la fin sur des technologies et des services opérés par d'autres sociétés qui sont aujourd'hui principalement américaines, même si on a quand même quelques pépites françaises et européennes, mais notre équipement général, il est quand même assez largement inférieur à l'équipement et l'investissement américain et chinois. La disponibilité de ces outils IA européens est moins forte, mais est-ce que vous, au sein d'Open Classroom, vous vous êtes donné une exigence de penser d'abord à ces outils-là avant de penser à des outils américains ou chinois? Et si oui, arrivez-vous à le faire? Et sinon, quels sont les principaux freins? On a parlé de la disponibilité, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres freins qui existent à pouvoir implémenter dans votre offre de service des outils IA européens? Oui, alors concrètement, notre philosophie, c'est que j'aimerais pouvoir adapter notre offre et se baser sur des fournisseurs français ou à défaut européens. Par ailleurs, nous, on opère aux États-Unis et le problème de la souveraineté, il est multilocal. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ils nous disent il faut que tes données soient stockées aux États-Unis, opérées par des services américains. Et l'inverse en France, ce qui est logique. Donc il faut qu'on s'adapte des deux côtés en tant qu'entreprise à mission.
Donc ça veut dire qu'on a créé des systèmes où on peut relativement facilement basculer d'un fournisseur à l'autre et ne pas être dépendant d'un seul fournisseur. Ça déjà c'est important en termes d'architecture. Donc on peut passer de OpenAI à Anthropic à Mistral si on le souhaite, voire utiliser plusieurs fournisseurs. Donc ça c'est notre philosophie technique et avec une intention de souveraineté du coup multilocale suivant les clients que l'on sert. Maintenant, concrètement, quels sont les freins? J'en vois plusieurs. J'ai des freins techniques. Aujourd'hui, par exemple, Mistral est très fort sur la génération de texte ou de revues de texte. Donc tout le textuel, ils sont très forts et on a vraiment une pépite en France dont on peut être fier. Maintenant, si vous voulez faire un agent vocal, aller sur la voix, voir la vidéo, aujourd'hui, le leader, il s'appelle Eleven Labs et il est américain. Et pourquoi c'est le leader? C'est parce qu'il a un temps de latence de réponse en fait quand vous lui parlez qui est très court. Et quand vous parlez à un robot, entre guillemets, si ça met 2 secondes à revenir, la conversation s'arrête assez vite en fait. Donc c'est une avance technologique qui change complètement l'usage. Et donc aujourd'hui, par exemple, on utilise Eleven Labs pour la question de la génération de la voix en temps réel. On espère que nos pépites européennes vont se mettre au niveau là-dessus, mais aujourd'hui, il y a des freins purement technologiques, d'avance technologique. Et enfin, le dernier frein, c'est la question du coût. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'investissements aux États-Unis et en Chine. Pour être très clair, OpenAI perd une somme d'argent colossale. Donc ça veut dire que d'une certaine façon, les prix aujourd'hui sont sponsorisés par les investissements. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas très chers. Donc aujourd'hui, ça nous coûte moins cher aussi de travailler avec des opérateurs américains, que ce soit Amazon Web Services ou autres, que l'équivalent français aussi, parce qu'il y a des outils plus puissants qu'il faudrait qu'on recrée à la main si on passait par un opérateur français. Et donc, à la fin, ça nous coûterait plus cher. Donc ça, c'est un frein concret, fabriqué en France et utiliser des opérateurs français, ça coûte plus cher. Merci beaucoup. Tout à l'heure, Pierre Dubuc, vous parliez de l'utilisation des outils IA pour pouvoir proposer d'ici 2 ans un parcours complètement personnalisé par rapport au niveau de compétences et de connaissances de la personne qui postule à cette formation. On pourrait se dire aussi, et ça s'est vu, que pour répondre à des besoins de formation, le formé utilise l'IA pour pouvoir apporter ces réponses. On a bien vu que c'était parfois utilisé pour donner l'équivalent de thèse voilà, qu'on produirait en 3 minutes alors qu'il aurait fallu 3 ans pour le faire. Donc on a d'un côté l'utilisation des outils de l'IA pour faire les modules de formation, mais de l'autre côté aussi la capacité pour les utilisateurs d'utiliser l'IA pour répondre à ce que demande la formation. Ma question ensuite, c'est de dire quelles sont... Enfin, ma question est double. C'est est-ce que vous avez pu constater et est-ce qu'on peut détecter ces utilisations à outrance d'outils IA pour répondre aux besoins de formation? Et deuxième question, c'est quelles sont les réflexions que cela apporte sur la valeur des certifications ou des diplômes? Donc, aujourd'hui, la majorité des étudiants, en tout cas en enseignement supérieur et en formation professionnelle, utilisent l'IA. Ça, c'est un fait. On peut essayer de se battre et d'interdire l'usage de l'IA comme on a interdit l'usage de Wikipédia il y a 15 ans. C'est vain. Il ne faut surtout pas faire ça. Pourquoi il faut faire ça? Puisque c'est inexorable, déjà. La deuxième, c'est que c'est très difficile de détecter un devoir généré par l'IA. Certains services vous promettent ça, mais c'est bidon. Les étudiants s'adaptent en plus très rapidement. Plutôt que de faire un devoir qui vaut 20 sur 20, ils disent à l'IA génère-moi un devoir qui me sera noté 16. Comme ça passe, parce que sinon, c'est un peu trop évident. Donc, tout ça, c'est vain. Et surtout, la finalité, si moi, je me positionne dans un objectif d'élévation du citoyen, mais aussi d'insertion professionnelle, à la fin, l'emploi et la compétence
qui va être demandée par les employeurs, quelle est-elle? Ça va être une productivité qui va être enrichie par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, un développeur informatique qui utilise l'IA, il est plus productif que celui qui ne l'utilise pas. C'est pareil pour un comptable, c'est pareil pour une personne en marketing, etc., etc. Donc vous perdez en employabilité si vous n'utilisez pas l'IA. Donc c'est le rôle des écoles et des universités de former à l'IA, puisque, disons que derrière, l'insertion professionnelle va être facilitée grâce à cela. Donc au contraire, nous, on a pris le parti chez Open Classrooms d'intégrer l'IA très proactivement, de dire aux étudiants d'utiliser l'IA, de les former à utiliser l'IA correctement, éthiquement, avec un esprit critique. Et évidemment, la question de l'évaluation de la compétence à la fin et du devoir, il faut sortir de l'évaluation du produit final, du document final. Je vous demande une thèse écrite, un rapport, un document, puisque ça, c'est généré par l'IA très facilement et donc on n'a pas vraiment moyen de le détecter. Donc nous, et ça fait longtemps, même avant l'explosion de l'IA, qu'on avait une approche par projet et par compétence, avec du mentorat individuel pour évaluer ensuite en soutenance de projet. Donc on n'évalue pas le livrable final, le fameux rapport, mais on va évaluer la méthodologie. Comment tu es arrivé à ce résultat final? Au lieu de dire quel est ton rapport, ça va être plutôt prouve-moi que tu as été capable d'arriver à ce résultat. Donc on va poser des questions du genre, est-ce que tu as utilisé l'IA? On veut que la personne nous dise oui dans la majorité des cas, il y a des exceptions, mais on veut ça, puisque ça va assurer l'employabilité à la fin. Qu'est-ce que tu lui as demandé à l'IA? Pourquoi tu n'as pas choisi cette solution et plutôt là-dessus? Comment tu as affiné son résultat? Comment tu as vérifié la source? Etc., etc. Donc c'est plutôt une évaluation méthodologique de la supervision de l'IA plutôt que de la production de contenu. Donc c'est comme ça qu'on s'assure à la fois de la bonne hygiène intellectuelle et cognitive aussi, parce qu'on en parlait au début, pour que la personne reste engagée et soit en supervision de l'IA et pas en délégation intégrale, mais aussi qu'on s'aperçoit de la triche ou pas. Donc quand on a une personne en soutenance, en vidéo, enregistrée avec un évaluateur qui pose des questions méthodologiques, c'est quand même assez facile de savoir si la personne a juste fait un prompt sur ChatGPT et ne comprend absolument rien à toute la production. Donc c'est par ce biais-là. Mais pour être clair, notre but, c'est d'avoir un taux de triche qui est inférieur au taux de triche d'un examen classique. Mais le taux de triche, il n'est jamais de 0%. Pourquoi? Puisque aujourd'hui, en soutenance en vidéo, vous avez des outils qui sont intégrés directement à la vidéoconférence en live. Et quand l'évaluateur vous pose la question sur la méthodologie, en temps réel, l'IA vous dit « voilà ce qu'il faut répondre ». Donc on s'engage dans une chasse à la souris et le chat qui est quand même pas facile. Open Classroom est actif aussi en formation continue. Vous nous avez dit dans votre introduction que vous aviez pu voir que les développeurs, même diplômés des plus grandes universités américaines, voyaient leur employabilité complètement amoindrie, moins 20 points pour les développeurs, alors qu'il y a quelques années, on en faisait justement les gagnants sûrs. Aujourd'hui, comment avez-vous changé l'offre de formation continue pour eux, mais aussi pour d'autres publics en intégrant l'IA? Est-ce que vous avez fait que certaines formations, vous ne les faites plus en disant que de toute façon, ça va plus être source d'emploi? Et comment vous avez au contraire mis de nouveaux programmes ou des nouvelles formations en place avec cette révolution de l'intelligence artificielle? Alors, Open Classroom, c'est une entreprise à mission. Notre but, c'est rendre l'éducation accessible, l'éducation qui aboutit à l'emploi.
Donc on mesure notre impact social par le nombre de personnes qu'on forme et qu'on place dans l'emploi. 43 000 personnes l'année dernière. Donc l'insertion professionnelle, pour nous, elle est primordiale. Elle est au cœur du dispositif et donc on commence par ça. Donc pour le choix des parcours que l'on crée, on se base sur la donnée de la demande employeur. C'est-à-dire concrètement, par exemple, les offres d'emploi sur tel ou tel métier pour pouvoir s'adapter aux besoins du marché de l'emploi. Donc concrètement, sur les développeurs informatiques, les besoins d'emploi, ils ont chuté drastiquement en l'espace de quelques années. Donc concrètement, le nombre d'offres d'emploi de développeurs informatiques, il a complètement chuté. L'ordre d'idée, c'est entre 50 et 75% en quelques années. Donc c'est colossal. Et par ailleurs, les compétences derrière ces métiers de développeurs ont aussi évolué et le niveau de qualification a augmenté. Donc on s'est adapté, c'est-à-dire que nous formons beaucoup moins en volume de développeurs et nous avions par exemple un parcours de développeur informatique junior niveau Bac+2. C'est quelque chose qui progressivement est en train de plus ou moins disparaître. En tout cas, les volumes sont en train de baisser. Je pense qu'un jour, ça va disparaître. Et qu'on aura des parcours plutôt au moins au niveau licence, voire principalement master. Par contre, les volumes sont moindres qu'avant. Et donc, derrière, qu'est-ce qu'on fait sur les métiers de l'informatique ou de la technologie ? On a créé des formations qui, elles, on le vend plutôt en poupe, même si les volumes sont inférieurs à avant. Sur la cybersécurité, sur l'IA, évidemment, la data science, les LLM, donc les métiers vraiment spécialisés, mais très pointus. Là, on est sur du niveau master et plus. Et si je prends un peu de recul, pas que sur l'informatique et la technologie, la question, c'est quels sont les métiers impactés et quels sont les métiers... Qu'est-ce qui reste, en fait ? À la fin, si on dit que certains métiers sont peut-être en train de disparaître ou d'être très impactés, qu'est-ce qui reste ? Ce qu'on observe, c'est que les métiers à col blanc sont en train d'être lourdement impactés. Et en particulier, les métiers d'entrée de niveau, c'est-à-dire pour les jeunes diplômés. Alors ça, c'est un peu inquiétant. On a une insertion professionnelle de nos jeunes diplômés dans le monde entier qui a chuté assez nettement depuis l'avènement de l'IA. Et la connexion est assez claire. Mon exemple de développeur informatique, mais c'est vrai aussi, par exemple, sur les métiers du juridique, du marketing et d'autres. Donc les métiers à col blanc, ils sont en train d'être impactés. Les volumes en entrée de niveau, à faible niveau de qualification et d'expérience, sont en train de diminuer. Le besoin en qualification des entreprises augmente en fait. Donc là où vous aviez un métier qui demandait une licence, maintenant il faut un master, si je simplifie. On voit après que les métiers à col bleu, plus manuels, on va dire, à la fois dans le contact humain ou dans vraiment les métiers de la construction, l'énergie, l'industrie, etc., ce sont des métiers qui sont encore protégés, voire qui ont plutôt le vent en poupe. Métiers de la santé aussi. Donc, évidemment, nous avons suivi cette tendance chez Open Classrooms pour adapter notre catalogue de formation et de diplômes pour aller sur ces métiers en demande, puisqu'on se base sur les besoins des employeurs. Donc on va sur les métiers de la santé, sur les métiers de la transition énergétique, les métiers de la supply chain, etc., etc. Maintenant, ma dernière remarque là-dessus, c'est mon propos est de dire les métiers à col blanc, pas facile, métiers à col bleu, tout va bien, mais je rajouterais pour combien de temps ? Puisque, pour rappel, il y a 10 ans, notre, on va dire, fantasme collectif, et c'est de dire que la technologie et l'IA va faire des robots qui vont tout robotiser dans les usines, et puis il n'y aura plus besoin de travailleurs dans les usines, et tout le monde va devenir des cols blancs, des métiers intellectuels. Bon, pas de chance, l'IA est arrivée, ChatGPT, etc. Et en fait, le premier impact, c'est les cols blancs. Et on disait que la différenciation humaine de l'intellect humain était
la créativité, le fait de pouvoir être empathique, etc., c'est clairement remis en cause. Aujourd'hui, vous générez des documents et de la vidéo et du contenu, voire de l'art, à discuter qu'est-ce qu'on met derrière ça par de l'intelligence générative, mais en tout cas, on a un sujet on génère de la musique, on génère de la culture par de l'intelligence artificielle, etc. Est-ce que c'est ce qu'on souhaite? C'est un autre débat, mais en tout cas, ça a changé par rapport à ce qu'on disait. On disait ça va être l'école bleue qui vont être impactées. En fait, c'est d'abord l'école blanc. Mais l'école bleue, dans combien de temps? C'est quand même probable, au rythme où on va, que dans 5 à 10 ans, peut-être moins, on ait effectivement d'écoles bleues aussi qui soient impactées. Et donc la grande question, c'est qu'est-ce qui reste comme métier derrière tout ça si on a besoin de beaucoup moins de volume de main-d'œuvre et des gens beaucoup plus qualifiés? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si mes collègues présentes ont des questions en particulier. Je voulais peut-être profiter de ce moment alors pour revenir sur la question de la souveraineté entre l'Europe et les États-Unis. Vous nous avez dit voilà les questions et les freins que j'ai pour pouvoir implémenter des solutions aujourd'hui européennes. Quand on parle de compétences, on est sur un marché mondial, mais quelle devrait être à votre sens l'attitude de l'Europe ou de la France en termes de régulation? Parce que vous nous avez bien souligné que l'accélération est phénoménale, les conséquences sur l'emploi est phénoménal aussi et touche vraiment la vie et le sens des gens. Mais comment des institutions comme l'Europe ou la France doivent pouvoir agir pour accompagner cette révolution, sachant que dans les autres pays, les stratégies ne sont pas forcément les mêmes en termes de souveraineté. Non. Plusieurs points. La première, c'est que je pense qu'on va dans la bonne direction avec ce qu'on a fait sur les données privées avec le RGPD ou encore le AI Act au niveau européen. Je considère qu'il faut continuer dans cette voie pour protéger les publics fragiles, les secteurs stratégiques sur l'IA. Donc ça, on a été quand même assez proactif là-dessus et les États-Unis, en tout cas les États, parce que les États-Unis étant fédéraux, les États comme la Californie ou New York sont en train, grosso modo, de suivre la tendance européenne en termes de régulation de l'IA. Donc ça, continuons à aller dans cette direction. Deuxième chose, en termes de souveraineté, les États-Unis et la Chine ont des positions beaucoup plus claires et strictes en matière d'imposition d'une certaine souveraineté, que je considère qu'en Europe, nous sommes plus timides. Par exemple, on ne m'impose pas d'utiliser Mistral ou d'autres hébergeurs. Alors si vous m'imposiez, je vais râler, parce que ça va me coûter plus cher, mais dans quelques années, on aura un écosystème plus robuste et plus souverain. Donc je me tire un petit peu une balle dans le pied en disant ça, mais je pense que nos marchés compétiteurs, ils ont moins froid aux yeux en termes d'imposition d'une certaine souveraineté. Alors, je pense que la réalité, c'est qu'il y a quelques années, on était un peu trop loin, on s'est rapproché, il faut bien doser où on met la barre, mais je pense que la barre doit être remontée sur l'imposition de l'usage et de l'hébergement en France, etc. Et on sent d'ailleurs qu'on va dans cette direction-là. Je pense qu'il faut accélérer cette remontée de l'exigence de souveraineté technologique française et européenne. Le dernier point, c'est sur la partie éducation et formation. Là-dessus, je suis inquiet, puisque tout ce qu'on vient de dire, c'est quand même qu'il y a un bouleversement des compétences et des métiers, un risque de croissance du chômage assez clair, et donc avec toutes les conséquences économiques et sociales derrière qui peuvent être quand même assez catastrophiques. Et dans le même temps, on a un déficit public qui nous a forcé à réduire les investissements de façon assez drastique
sur l'apprentissage, sur l'éducation, sur la formation professionnelle, sur la formation des demandeurs d'emploi, les plans d'investissement en compétences, etc. Donc on est en train de sous-investir sur les compétences et les métiers et aujourd'hui. On est en train de sous-investir sur les compétences en France et globalement en Europe. C'est un vrai danger, puisqu'il y a une question de souveraineté des compétences. Donc c'est une question budgétaire, d'intention politique. Mais aussi, c'est une question politique au niveau européen. Je pense qu'il faut qu'on continue à davantage accélérer le mouvement sur le référentiel de compétences au niveau européen, le référentiel des diplômes au niveau européen, pour pouvoir être en maîtrise de nos diplômes, nos métiers, nos compétences, et souverain de tous ces référentiels, et d'avoir de la mobilité européenne également assurée là-dessus. On n'y est pas encore, et objectivement, sur certains aspects, on va dans le sens inverse. Dans le sens inverse, par exemple, par rapport à cette souveraineté des compétences à laquelle nous inviter, et puis de faire que le référentiel soit vraiment au niveau européen. Aujourd'hui, c'est plutôt du niveau des États, et vous avez noté des sens inverses que vous pouvez nous expliquer. Sens inverse budgétaire, et notamment en termes d'impact. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous formons moins de personnes en France qu'il y a 3 ans, par exemple, des demandeurs d'emploi sur des métiers d'avenir. On en forme moins, c'est factuel. Donc, parce que le budget a baissé, parce que la dépense publique, ce qui est tout à fait légitime, mais dans cette transformation digitale, numérique, IA et aussi climatique, on peut se poser des questions si ça ne va pas nous créer des conséquences assez importantes dans quelques années seulement. Moi, je suis inquiet à ce niveau-là sur la question de l'insertion professionnelle de nos jeunes diplômés et des demandeurs d'emploi, du chômage, en termes d'adaptation des métiers et des compétences. Très bien. Bon, c'est sur une note d'alarme que vous voulez rester, Oui, vous oui, aviez... C'est entendu. Monsieur le Président. Oui, merci beaucoup, Monsieur Dubuc, pour ce témoignage extrêmement lucide. Ce témoignage d'un entrepreneur de haut niveau en formation numérique à la croisée des cultures européennes, françaises, si l'on veut, enfin européennes et états-uniennes. Moi, je trouve que vos propos, qui sont ceux d'un acteur directement impliqué, d'un industriel, si je puis dire, font écho à ceux de, par exemple, du docteur Alexandre et de monsieur Babot, que nous avons auditionné aussi avec monsieur Luc Ferry il n'y a pas si longtemps que ça, à propos notamment de votre idée de parcours diplômant complet individualisé. Ça fait exactement écho à ce qu'ils disent, à savoir, dans leur livre, vous savez, un peu polémique, Ne faites plus d'études, que le modèle de formation supérieure doit évoluer d'urgence, car il doit évoluer vers le tutorat, vers le mentorat, et qu'actuellement, le système universitaire français ne s'est pas du tout rendu compte de cette évolution. Donc vraiment, c'est très intéressant ce que vous avez dit. Et puis aussi, votre insistance sur le fait que l'IA augmente la productivité et l'employabilité des agents économiques. C'est, je pense, un point de vue roboratif, enfin, il n'est pas nouveau, mais enfin, il est quand même roboratif, et il trouvera, à n'en pas douter, un écho dans le rapport que Mme Calvez ne manquera pas de présenter prochainement à la Commission, au mois de juin à peu près. En tout cas, M. Dubuc, merci beaucoup, et bonne fin de journée à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Chers amis, bonne continuation.